Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures, donc consacrée cette fois-ci au deuxième film Marvel de 2023, à savoir Les Gardiens de la Galaxie. Donc deuxième film à sortir cette année, après Ant-Man 3, et il est évident, au bout d'une quinzaine de jours, que ce troisième opus ne va pas connaître le semi-échec de Ant-Man 3, il en est déjà à 720 millions de dollars de recettes, contre un petit peu moins de 500 pour Ant-Man, devrait finir sa carrière autour de 900 millions. Hein. Rappelons que le premier film avait fait 773 millions de dollars et le deuxième 863. Voilà. Donc on peut penser que cet opus final va avoir une très belle carrière commerciale. Bon. Alors, les Gardiens de la Galaxie, au départ, ce sont des personnages très peu connus de l'univers Marvel. Il y a eu une première série de comics qui était sortie en 1969 et qui a duré une petite partie des années 70 avec des personnages qui ne sont absolument pas ceux que l'on voit dans les films. Et puis en 2008, on a une deuxième mouture des Gardiens de la Galaxie avec une équipe beaucoup plus proche de celle que l'on verra au cinéma avec Star-Lord, Rocket, Groot et compagnie. Voilà, et c'est donc cette équipe qui va être adaptée au cinéma en 2014. Voilà, donc premier film qui sort donc en 2014, justement. Très gros succès, donc malgré le fait que les personnages ne soient pas connus du très grand public, ils sont connus des amateurs de comics, mais pas du très grand public. Hein. Alors pourquoi un tel succès? Parce que le film est un parfait mélange d'action, d'humour, de science-fiction décomplexée, très coloré, une très belle mise en scène, et un film très spectaculaire, et surtout cette idée géniale de reprendre des tubes des années 80, de les coller sur les scènes d'action, qui va propulser le film dans une toute autre dimension. Les Gardiens de la Galaxie donc détonnent avec l'univers Marvel de la première phase, et va complètement changer la donne, montrant que le studio peut se montrer beaucoup moins terre à terre qu'on pourrait le croire. Bon, on l'avait déjà un petit peu vu avec Thor, mais là, ça enfonce complètement le clou. Voilà. Le deuxième film était dans la lignée du premier. Hein, il calquait sa structure, sa dramaturgie sur le premier film, mais à mon sens, il avait un énorme défaut. Je trouvais qu'à partir du deuxième acte, le film ralentissait énormément, faisant quasiment même du surplace, dès qu'on mettait le pied sur Ego. Ce qui était un petit peu dommage, parce que voilà, je me rappelle avoir vu le film et m'être un peu ennuyé en plein métrage. Heureusement, la dernière partie, fort spectaculaire à souhait, remettait tout ça dans les rails et relançait donc. Il aura donc fallu attendre 6 ans pour ce troisième film. Bon, déjà attendre que tous les arcs autour de Thanos soient terminés, que Thor également rende son tablier de Gardien de la Galaxie à partir de son quatrième film. Et puis bon, il y a eu également tous les soucis qu'a eu James Gunn, rattrapé par des tweets à tendance pédophile, bon j'avoue que je les ai pas lus, mais voilà, mais qui l'ont fait beaucoup de tort. Disney l'avait carrément viré de son écurie. Il a d'ailleurs profité de cette éviction pour aller tourner Suicide Squad chez DC. D'ailleurs maintenant il est de nouveau chez DC chez Warner DC, pardon, pour chapeauter le DC Universe, même si j'avoue qu'on n'y comprend strictement plus rien, on ne sait pas dans quelle ligne temporelle on est, enfin voilà, il y a des projets de tous les côtés, mais aucun n'est vraiment relié les uns avec les autres. Bon voilà, de toute façon Warner est spécialiste pour briser ses poules aux œufs d'or. Voilà, pourquoi ce gars est revenu chez Disney? Tout simplement, le casting a estimé que sans lui, il n'y aurait pas de troisième film. Et je vous dis, les deux premiers films ayant rapporté 1,5 milliard de dollars, bon, Disney n'allait pas non plus faire l'impasse dessus. Et puis bon, James Gunn a avoué que voilà, ses tweets n'étaient pas très bon goût. Il a fait amende honorable et donc il est à la tête de nouveau de ce film. Alors j'avoue que pour ce troisième film, j'étais un petit peu méfiant. Bon, d'une part, je l'ai dit, parce que le deuxième film n'avait pas totalement répondu à mes attentes. Et puis surtout, alors chose étonnante, le film avait d'excellentes critiques, très très bonnes critiques, mais venant de gens qui n'aiment pas les films super-héros. Donc je me suis dit, oulala, ces gens n'aiment pas les films super-héros, ils trouvent le Gardien de la Galaxie génial, ça se trouve le film ne va pas me plaire. Bon, heureusement, c'est une très belle surprise, une très belle conclusion, qui renoue d'une part avec le rythme du premier film, avec vraiment des scènes extrêmement spectaculaires, une véritable identité visuelle, colorée,
franchement dantesques, hein, des scènes d'action qui décoiffent, comme on dit, et puis surtout un arc narratif autour de Rocket. C'est une superbe idée, hein, qui donne une vraie profondeur à ce personnage qui est déjà extrêmement intéressant, hein, sur ses origines très émouvantes, et surtout un travail, alors là il faut en parler, sur les effets visuels absolument incroyables. Il y a des gros plans sur le museau, sur la truffe, sur les yeux de Rocket qui sont absolument hallucinants. Très franchement, on peut pas imaginer que c'est pas un vrai personnage qui a été filmé. Enfin voilà, il y a un énorme travail visuel qui s'étend donc à tout le film évidemment, hein, mais les personnages, et ça là-dessus, les Gardiens de la Galaxie ont toujours été très très forts là-dessus. Tous les personnages en images de synthèse s'intègrent parfaitement au film et ont de vraies personnalités, chose qu'on n'a pas toujours avec des personnages en 3D. Voilà. Les scènes d'action, donc je le redis, elles sont incroyablement puissantes, que cela soit les scènes avec Warlock lorsqu'il se bat avec les différents gardiens, les scènes finales, on en prend vraiment plein les mirettes, hein. Qui plus est, avec des scènes plus violentes que ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Hein, on a vraiment l'impression que les personnages souffrent vraiment. On sent là, pareil, la patte de James Gunn, hein, qui n'hésite pas à malmener ses personnages. Bon, il avait poussé ça au paroxysme dans The Suicide Squad, hein, mais là, vraiment, il va au fond de son idée. Alors, évidemment, on n'est pas non plus dans un film gore, hein, mais mine de rien, après ce Doctor Strange 2, où Sam Raimi n'hésitait pas non plus à y aller joyeusement au niveau violence, sang et compagnie, eh bien, là, je trouve que on a un nouvel exemple que Marvel, c'est pas uniquement une formule qu'on applique invariablement de film en film, comme certains peuvent le dire. Voilà. Alors attention, je vais balancer quelques spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, évidemment, arrêtez cette vidéo, hein, voilà. Je trouve également très courageux de la part de James Gunn, qui a écrit le film, hein, de ne pas avoir mis de happy end entre Gamora et Star-Lord. Eh bien non, je suis désolé, les deux tourtereaux ne se remettront pas ensemble, hein. Gamora garde sa personnalité d'avant l'éclipse, hein, et Star-Lord, lui, est toujours amoureux de l'ancienne Gamora. La dislocation de l'équipe, la création d'une nouvelle autour de Rocket, là aussi, c'est pas franchement quelque chose que l'on attendait, même si la dernière scène nous dit le puissant Star-Lord reviendra. Alors, sous quelle formule, on ne sait pas. Hein, film solo, film avec Avengers, on verra bien de toute façon, voilà. Par contre, un défaut. Alors, il y a un défaut dans ce film, mais c'est le maître de l'évolution. Alors, du maître de l'évolution, dans le comics, il est inspiré clairement du Docteur Moreau, hein, le roman de H.G. Wells. Voilà, le maître de l'évolution apparaît dans un épisode de Thor, 1966. C'est un personnage qui est très ambigu, qui peut être à la fois du bon côté que du mauvais côté de la force, si j'ose dire. Un génie de la génétique qui crée, par exemple, les chevaliers de Wundagore, c'est des animaux doués d'intelligence qui vont l'aider à entretenir la contre-terre. Donc la contre-terre, pareil, c'est une planète qui circule en totale opposition par rapport à la Terre, qu'il a lui-même créée. Il est également très impliqué dans l'histoire de Wanda et Pietro Maximoff, donc les enfants de Magneto. Mais bon, voilà, tour à tour, ennemi des Avengers, allié des Avengers, des 4 Fantastiques, des X-Men. Le maître de l'évolution est un personnage extrêmement complexe, extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et je trouve que sa version cinéma est bien moins complexe, bien moins intéressant. En fait, bon, dans le film, donc, le maître de l'évolution est le créateur de Rocket, mais il est très monolithique. Il est parfois à la limite de la bouffonnerie dans ses dialogues, dans son attitude. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec le personnage de la bande dessinée, hein, qui est très, un rapport très altier, très chevaleresque, si j'oserais dire. Un but lui-même, certes, mais il y a quand même une dimension très impressionnante, un petit peu comme Fatalis, hein, dans les 4 Fantastiques. Il a une armure qui a un design absolument extraordinaire, là, qui malheureusement n'est pas reprise ici. Voilà, là le maître d'évolution, c'est plutôt un méchant, on va dire, de deuxième zone. Il est parfois hystérique, il est très brutal. Les motivations sont finalement peu claires. Il est obsédé par Rocket, donc qui pour lui est la seule création, qui est sa seule création à avoir une intelligence plus importante que lui, mais il veut le récupérer pour disséquer son cerveau. Bon, voilà, c'est pas super clair. Et son obsession, par contre, va amener voilà, des scènes extrêmement brutales. Il ne va pas hésiter à un moment à éliminer toute sa garde personnelle, tout son entourage, parce que sa garde, son entourage scientifique n'est pas d'accord avec lui. Il n'hésite pas non plus à détruire des civilisations qu'il a créées parce qu'ils estiment imparfaites. Voilà. Et dans tous les flashbacks, et c'est là-dessus je pense que James Gunn aurait dû aller, on le voit dans un premier temps très attaché à Rocket, presque tendre,
lorsqu'il voit sa création évoluer favorablement, et puis d'un coup d'un seul devenir extrêmement brutal, éradiquant tout le reste de la portée parce qu'ils n'ont pas donné les mêmes résultats que Rocket. Hein, voilà. Et l'évasion de Rocket, alors qu'il est là aussi, qui était une rare noirceur dans le MCU, je veux dire, on voit un personnage, c'est là qu'on comprend mieux pourquoi son cynisme, sa brutalité parfois, hein, qui n'hésite pas à s'en prendre physiquement à son maître, eh bien, comme ça s'appelle, le maître de l'évolution va être obsédé par l'idée de retrouver Rocket, même si, là aussi, chose surprenante, il va mettre des années avant de mettre à sa recherche. Il lance donc un autre vilain, donc Warlock, hein, à ses trousses. Donc je le redis, il n'est pas à la hauteur de son personnage de papier. L'autre vilain du film, donc Warlock, lui aussi, il est clairement sous-exploité, un personnage extrêmement puissant, dernier membre d'utilisation qui est en train de voie de disparition. C'est dommage, on aurait pu croire à la fin du deuxième film qu'il serait beaucoup plus mis en avant, mais bon, la dernière nulle scène nous montre voilà, qu'il intègre la nouvelle équipe des gardiens, et puis voilà, c'est un personnage cosmique, voilà, d'une puissance phénoménale, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec lui. Voilà. En fait, on peut dire que depuis la disparition de Thanos du MCU, eh bien, Marvel a du mal à remettre en place un nouvel adversaire de taille. Et c'est pas les soucis autour de l'acteur Jonathan Majors, hein, qui est accusé de violence conjugale et qui incarne Kang, qui vont les aider, même si on peut penser Marvel peut prendre un autre acteur pour incarner Kang, mais ils ont basé toute la phase 6 sur ce personnage, et là c'est vrai qu'actuellement, eh bien, ça va être un peu compliqué pour eux. Voilà. Donc ce duo de vilains un peu fade gâche un peu le film, mais bon, ça reste quand même de très très haut de volée. Gunn, il conclut parfaitement sa trilogie. Hein, je rappelle qu'il a écrit le scénario, il offre un vrai spectacle de cinéma, hein, en approfondissant le caractère de tous les personnages, notamment celui de Nebula, de Drax, mais surtout de Mantis. Moi, c'est un personnage que j'adore. J'adore son côté naïf, sincère, complètement déconnecté, qui n'hésite jamais à dire ce qui lui passe par la tête, bon, quitte à ce que les autres la prennent comme une folle. Voilà. Voilà. Mais les personnages secondaires sont tous bien écrits, bien développés. À la limite, Gamora et Star-Lord, finalement, sont un peu en retrait dans ce 13e épisode. On a même, et ça c'est rigolo, le chien, donc Cosmo, enfin la chienne astronaute, hein, qui a un rôle très important à jouer dans ce film. Voilà. Les scènes finales avec le sauvetage des enfants, les animaux présentés sur le maître de l'évolution sont sublimes, sont très bien filmés, très bien montés, très bien mis en scène. Un Gunn là aussi n'hésite pas à monter en parallèle les différents moments d'action. Hein. Point d'orgue, donc l'apparition de Knowledge, donc la tête, c'est du dieu mort dans lequel résident désormais les gardiens et toute une petite civilisation galactique, hein, voilà, qui sort de l'hyperespace pour se placer face au vaisseau du maître de l'évolution. Franchement, tout le monde avait les bouches bées dans la salle de cinéma, c'est une idée absolument géniale. Et quand on sait que Disney met toujours les gros moyens à l'écran, bah évidemment ça fait pas du tout chiche, hein, bien au contraire. Donc un univers toujours aussi coloré, toujours aussi sympathique, toujours aussi spectaculaire, qui tranche vraiment avec le reste du MCU. D'ailleurs, il n'y a aucune référence, hein, à l'autre univers du MCU, hein, bon, surtout depuis que Thor a vogué vers d'autres missions. Voilà, et on montre que cet univers est bel et bien très très divers, hein, le MCU est très divers, donc pas cantonné à un seul aspect. Voilà, donc un succès mérité, un succès moi qui m'a donné envie de revoir les deux autres films, hein, ce que j'ai fait hier, même si j'ai toujours mes réserves sur le deuxième. Bon, voilà, on peut dire que c'est une trilogie qui est entièrement réussie. Voilà. Donc le prochain Marvels, eh bien, ça sera cette année, en fin d'année, avec The Marvels, justement, qui mettra en scène donc, la suite des aventures de Captain Marvel, et la Miss Marvel de la série télévisée, qui est sortie de Disney+. Une série que moi j'ai plutôt bien aimée, j'ai trouvé qu'elle était sympa, mais bon, si l'histoire est un peu tirée par les cheveux. Mais j'ai trouvé que son background, le fait de présenter une famille musulmane, tout en jouant sur les clichés qu'on a généralement sur ce genre de famille, eh bien, a été très 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 réussi. Voilà. Reste que la bande-annonce de The Marvels me fait un petit peu peur. J'ai un peu peur de me retrouver encore dans une comédie d'humour spatial. Bon, on verra bien de toute façon. Hein, je vais pas faire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire taper sur le film avant qu'il ne sorte. Voilà pour cette vidéo sur The Guardians of the Galaxy numéro 3. N'hésitez pas à me dire donc en dessous, hein, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous avez aimé cette trilogie? Est-ce que vous êtes fan de la science-fiction made in Marvel, hein, voilà. Et puis on se retrouvera alors assez rapidement là pour une vidéo où je vais parler d'un film qui est sorti il y a 22 ans, mais que j'ai revu là aussi il n'y a pas longtemps, et donc j'ai vraiment envie d'en causer.
parce que ce film, alors c'est le Pacte des loups, hein, pour ne rien vous cacher, eh bien, a été victime il y a quelques semaines, voilà, d'une sorte de bombing ce qui m'a assez impressionné, alors que ça reste quand même un des films français les plus ambitieux et les plus réussis de ces 30 dernières années. Allez, salut!